Territoire d'info, Public Sénat, Sud Radio. Bonjour à tous et bienvenue dans Territoire d'Info, une émission de Public Sénat, de Sud Radio et de TV5 Monde avec les meilleurs moments des invités politiques de la semaine. Lundi, c'est Thierry Solère, le porte-parole de François Fillon, qui était sur notre plateau. Pour lui, la légalisation de l'usage du cannabis porté par certains candidats de gauche à la présidentielle est un débat criminel. Je donne juste un chiffre que je voyais ce matin, l'augmentation des viols en France, plus 14% en 2016. Plus 14% de viols. Chez les mineurs, plus 10%. Toutes les heures en France, un mineur est violé. Alors, moi j'entends, sur ce point, j'entends tous les débats de la belle alliance populaire, je n'entends jamais parler attendez, Thierry de ce Solère, constat-là qui est dramatique. Une chose et après Nathalie Moret. Juste une chose. Que propose François Fillon pour mieux lutter contre ces faits de viol? Est-ce qu'il faut que les peines soient par exemple plus dures qu'elles ne sont aujourd'hui? Bon, il faut faire plein de choses. D'abord, ce serait facile de vous dire en deux mots s'il y avait une seule chose à faire. Mais ça serait facile de rien dire aussi. Alors, oui. mais je ne sais pas ce que je vais faire. La première chose, il faut durcir la politique pénale. Il y a des gens dont la place est en prison. Et quand je vois tous ces récidivistes qui sont dans la rue, quand ils sont condamnés, arrêtés par la police, quand un drame arrive, et quand on voit leur passé judiciaire, il y a de toute évidence un problème. Et deuxième chose qu'il ne faut absolument pas faire, surtout si on veut lutter efficacement contre ce chiffre monstrueux que je viens de vous citer, c'est d'avoir un grand débat sur la légalisation du cannabis dans notre pays. Ce n'est pas en légalisant les drogues qu'on favorisera le fait que des délinquants sexuels passent à l'acte, notamment sur des mineurs et même sur des Justement, Nathalie Moret. Justement là-dessus, on voit que Nathalie Comorizet dans votre camp est la seule à vouloir ouvrir le débat sur le cannabis. On voit que cette semaine, dans les débats de la primaire de la gauche, ça va vraisemblablement être un thème de débat. Est-ce qu'on est dans la querelle des anciens et des modernes, avec une gauche qui pose le débat, même si elle n'est pas tout le temps d'accord, et une droite qui, elle, est forcément hostile? Je vois quoi sur ce sujet? Je vois un décret du gouvernement, pour parler du gouvernement en seconde et ensuite des candidats, qui en ce moment envisage d'aller venir distribuer des seringues aux toxicomanes dans les prisons. C'est-à-dire qu'en gros, les détenus se droguent par injection. En ce moment, on se demande d'ailleurs comment c'est possible que des drogues dures ou pas dures d'ailleurs rentrent dans les prisons. La réponse du gouvernement, c'est de venir distribuer des seringues aux détenus dans les prisons françaises. Et que faut-il faire? Mais enfin, de toute évidence, il faut sevrer les détenus quand ils sont en prison, comme il faut sevrer toute personne en France qui est sous l'emprise de substances. Et deuxièmement, sur le fond des débats liés à l'usage du cannabis, écoutez, c'est absolument incroyable quand on voit ce que ça fait. Notamment pour nos jeunes, en matière d'échecs scolaires, ce que ça fait en matière d'accidents de la route, ce que ça fait en matière de viol à coup sûr, pour le passage à l'acte, la prise de ces substances, que la réponse de beaucoup à gauche, notamment de M. Hamon et de M. Macron, ça soit de dire que en fait, parce que ça ne marche pas, la politique actuelle, il faut légaliser. Ben écoutez, à ce moment-là, si la politique sur le port d'armes ne marche pas, parce qu'il y a des gens qui ont des armes, en même temps, effectivement, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. C'est une réalité. Et ben, qu'est-ce que propose François Fillon sur le sujet? D'abord, de mettre le paquet. Deuxièmement... Est-ce que Nicolas Sarkozy, ça n'a pas mieux marché ou moins bien? Enfin... C'est pas parce que depuis 30 ou 40 ans, il y a des choses qui ne fonctionnent pas qu'il faut baisser les bras ou en tout cas rentrer dans une logique de la légalisation de la drogue. Toute personne qui a vu ça de près sait très bien l'effet dévastateur que ça a dans une société. Surtout pour nos jeunes, que de laisser se proliférer. La France est l'un des pays d'Europe où la consommation de cannabis est la plus importante. Et encore une fois, c'est criminel de la part de M. Macron, de M. Hamon, d'engager ce débat-là aujourd'hui. Quand on a ce chiffre de... Ce sont des criminels. Engager des débat, c'est criminel. C'est criminel d'engager un débat de cette nature pour notre jeunesse dans un pays où il y a tant d'échecs scolaires, où il y a tant de morts de nos jeunes sur les routes à cause des substances illicites, où il y a plus 14% des viols. Et tout le monde sait bien qu'il y a une liaison, malheureusement, entre la prise de ces substances et tous ces crimes qui sont odieux. Toutes les heures en France, il y a un mineur qui est violé. Ben écoutez, moi je préférerais de voir à l'occasion des beaux débats de la belle alliance populaire de jeudi soir, l'ensemble des candidats de la gauche se mobiliser pour essayer de savoir qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce qu'on peut faire efficacement pour mieux protéger nos enfants dans cette affaire, que de les voir, de se dire qu'il faut distribuer des seringues aux détenus dans les prisons et légaliser le cannabis pour tous. Avec les socialistes et la gauche, c'est tout et pour tous, maintenant c'est même la drogue. Juste une chose, Manuel Valls, dans un autre domaine, reconnaît avoir commis une erreur, la gauche au gouvernement a commis une erreur en supprimant les heures supplémentaires défiscalisées. Il dit, si je suis élu, je les remettrai en place. Vous lui répondez quoi ce matin? Moi je réponds que Manuel Valls, François Hollande, Emmanuel Macron, qui était le secrétaire général adjoint de l'Élysée, initiateur de la politique économique du gouvernement, leur première grande décision, ça a été d'arrêter la défiscalisation des heures sup. Que cette affaire-là a coûté énormément aux plus fragiles parmi les salariés, ceux qui bénéficiaient des heures supplémentaires, que ça a été une baisse de pouvoir d'achat considérable pour eux, et de les voir aujourd'hui avoir l'indécence de venir proposer de remettre ce qu'ils ont eux-mêmes enlevé, ça s'appelle être des pompiers pyromanes. Il ferait mieux de s'excuser.
Mardi, pour Édouard Philippe, le député maire du Havre, devenu conseiller stratégique de la campagne de François Fillon, la solution politique en Syrie ne passera pas par Bachar el-Assad. J'ai écouté ça avec distance. D'abord parce que j'écoute avec pas mal de distance ce que dit M. Bachar el-Assad, pour qui j'ai pas une sympathie considérable. Et ensuite parce qu'en matière de questions internationales, on parle de choses qui ne sont pas et qui ne sont jamais, qui ne doivent jamais être des questions de personnes, voire des questions d'épiderme. On parle de relations internationales, c'est-à-dire d'intérêt des États. C'est pas joli, c'est pas de la morale, mais c'est comme ça. Vous n'êtes pas embarrassé par le fait que François Fillon reçoive le soutien de Vladimir Poutine et de Bachar el-Assad, qui sont deux autocrates? Écoutez, d'abord, je ne sais pas s'il reçoit le soutien. Voilà, ils expriment des positions. Je ne crois pas que François Fillon exprime et formule ses positions en matière internationale avec le souci d'obtenir le soutien de tel ou tel. Je pense qu'il exprime des convictions qui correspondent à sa vision du monde et à sa conception de ce que la France peut faire et comment elle doit agir au niveau international pour peser et pour défendre ses intérêts. Et les positions internationales de François Fillon me conviennent. Je ne suis pas d'accord forcément avec absolument tout ce qu'il a formulé, ça n'a aucune importance. Mais surtout sur la Syrie. Mais en tout cas, le fait que tel ou tel acteur international dise qu'elles sont bonnes ou qu'elles sont mauvaises, ne les dévalorise pas ou ne les revalorise pas à mes yeux. Voilà sur la Syrie, les positions de François Fillon sont plutôt éloignées de celles que défendait Alain Juppé. Est-ce qu'aujourd'hui vous défendez ces positions de François Fillon? Moi en tout cas, je considère que la solution politique à long terme en Syrie ne passera pas par Bachar el-Assad. Parce que Bachar el-Assad a réagi avec une violence à des aspirations formulées dans son pays. D'abord pacifiquement, puis ensuite sous une forme de révolte, d'une façon tellement violente que je ne crois pas que la situation puisse être durablement stabilisée en Syrie avec lui. C'est pas la position d'Édouard Philippe, enfin c'est ma position, je pense que tout le monde s'en fout à juste titre d'ailleurs, parce qu'elle a une prise assez limitée sur la réalité. Vous voyez, on se fait souvent un peu plaisir en France à expliquer ma position pour la Syrie, c'est ça. Il faut, pardon, je termine. Il faut quand même mesurer que l'impact de la position de tel ou tel en France sur ce qui va se passer en Syrie est à peu près égal à -0. Hein. Donc c'est vraiment, on ne va pas s'énerver là-dessus. Ce qui me semble certain, s'agissant de la Syrie, c'est que la France est loin du centre du jeu. C'est le moins qu'on puisse dire. Ce qui me semble certain, c'est que les États-Unis d'Amérique ont renoncé à être dans le centre du jeu. Ce qui a laissé une place considérable, qui a été immédiatement occupée, croyez-moi, par la Russie, qui a très bien compris que les Américains et les Occidentaux avaient des positions qui étaient des positions morales, mais que ces positions morales ne débouchaient sur pas grand-chose d'effectif. Je ne dis pas rien, parce qu'il y a eu des actions, mais ne débouchaient sur pas grand-chose d'effectif. Et les Russes ont occupé le terrain, et ils se sont engagés à fond derrière Bachar el-Assad pour obtenir une place d'influence à côté de la Méditerranée, au sud de la Turquie, conformément à leurs intérêts anciens. Philippe, voilà. Vous êtes le conseiller. Ce que je regrette, pardon, vous me posez une question sur la Syrie, c'est intéressant. Allez-y. Ce que je regrette, moi, c'est que et la France et l'Union européenne aient été à ce point faibles vis-à-vis de Bachar el-Assad peut-être, mais vis-à-vis des autres puissances régionales ou internationales, et qu'elle n'ait pas véritablement défendu ce qu'elle regardait comme leur intérêt en Syrie. Ça, je trouve ça parfaitement. Et les parlementaires qui se sont la rendus France, de ce point de vue-là, a une responsabilité. Et les parlementaires qui se sont rendus là-bas, Thierry Mariani en tête, qui appartient à votre... Écoutez, la tradition en France, c'est que les parlementaires sont libres de leurs déplacements. C'est une tradition. Ce déplacement? Non. Pourquoi est-ce que vous voulez réduire toutes les questions compliquées et intelligentes que vous posez à des réponses débiles en 12 secondes? Vous posez une question intéressante. Pour le mot débile. Non, la question est intelligente. C'est la réponse qui le serait si je faisais ça. Les parlementaires sont libres de leurs déplacements. Ils sont libres d'attirer l'attention des médias sur les sujets qu'ils considèrent importants. Et de ce point de vue-là, vous ne m'entendrez jamais dire qu'un parlementaire commet une erreur en essayant d'indiquer une position. Qui était présent sur ce plateau, en revanche, était contre. En revanche, la diplomatie de la France, elle ne se fait pas par des initiatives de parlementaires isolés. Et par ailleurs, la position de François Fillon, elle n'est pas, je crois, liée en quoi que ce soit par l'initiative individuelle de tel ou tel parlementaire. C'est dit, merci. Édouard Philippe, vous êtes le conseiller stratégique de François Fillon. Oui, c'est sans doute un titre un peu ronflant. L'un des conseillers stratégiques, vous êtes un juppéiste à la base. Est-ce que vous vous sentez bien dans son équipe de campagne? Oui, oui, très bien. Non-cumul des mandats des parlementaires, députés mais aussi sénateurs de votre groupe, les Républicains, ont exprimé leur perplexité quant aux intentions de François Fillon, qui est peu enclin à revenir sur la loi contre le cumul. Est-ce que vous faites partie de ces frondeurs-là? Quand le gouvernement, il y a quelques années, a proposé au Parlement une loi interdisant le cumul des mandats, j'ai voté contre, parce que je pense que c'est pas mal qu'un député soit maire, parce que
J'ai aimé être député-maire et que je pense que c'est utile à la fois à ma fonction de maire et à ma fonction de député. Et donc je l'ai dit très clairement, je l'ai assumé, j'étais pas contre cette loi interdisant ce cumul des mandats-là. Mais enfin maintenant la loi est votée. Elle va être applicable à compter de mars. Et je ne crois pas que la chose la plus importante à faire si la droite revenait aux affaires ou quand elle reviendra aux affaires, ce serait de démonter, ce serait d'ailleurs techniquement pas simple, ce serait de démonter ça. Je pense qu'il y a des sujets un petit peu plus importants pour le pays. Donc la loi est là, elle s'appliquera et les parlementaires... Vous allez choisir entre la mairie du Havre ou la députation? Moi j'ai toujours dit que ce soit en 2012 quand j'étais candidat aux législatives ou en 2014 quand j'étais candidat au municipal, que si la loi m'imposait d'avoir à choisir entre mon mandat de maire et mon mandat de député, je choisirais mon mandat de maire. Je l'ai dit très clairement en 2012, je l'ai dit très clairement en 2014, je n'ai pas l'habitude de changer d'avis sur ces sujets. On a compris que vous alliez conserver la mairie du Havre. Vous savez que le Havre fait son apparition dans le guide du routard et que pour la première fois en 35 ans, il y aura plus d'habitants au Havre. Vous êtes heureux? Mais oui, je m'en réjouis. Et pourvu que ça dure. Mercredi, Luc Carvounas, le sénateur maire PS d'Alfortville, proche de Manuel Valls, ne s'est pas montré inquiet du début de campagne en demi-teinte de l'ancien Premier ministre. Au vu de ce qui est en train de se dessiner, il est l'outsider, il n'est pas le favori, il le disait lui-même d'ailleurs sur la une d'un quotidien connu de tous. En même temps, je ne vais pas me laisser impressionner par cela. Si les meetings, leur nombre de participants devait être l'alpha et l'oméga d'un résultat, alors Bruno Le Maire n'aurait pas été à 2,4 et Nicolas Sarkozy éliminé dès le premier tour de la primaire. Moi, je vous demande de juger le candidat que je soutiens sur ses propositions, sur sa capacité à gagner ou pas l'élection présidentielle et sur la manière dont il aura qu'est-ce qu'il y a de plus saillant justement dans ces propositions? La défiscalisation des heures supplémentaires, le revenu décent, le 49.3, est-ce que ça parle fondamentalement à la gauche? Le revenu décent, je pense que cela parle à un bon nombre de nos concitoyens qui attendent de notre... Oui, mais je crois que vous pouvez aussi poser peut-être cette question par rapport à nos autres concurrents sur le revenu universel. Vous savez, nous sommes des politiques. Benoît Hamon est beaucoup plus précis sur le revenu universel que Manuel Valls sur le revenu décent. Et n'attendez pas de nous de faire au millimètre près la feuille du coût de chaque mesure. Parlons un peu de politique, parlons aux gens, parlons de ce qui les intéresse, parlons de comment ils auront un toit sur leur tête, un travail, comment on fera en sorte que la communauté nationale... la campagne en parlant sur le 49.3, sincèrement. J'ai quand même le sentiment que les institutions sont l'alpha et l'oméga pour au moins une partie de la campagne présidentielle. Elle s'annonce sous cette aune-là. Je vois bien le débat qui anime aujourd'hui dans la droite et le centre sur cette question. Le 49.3, ce n'est pas une marotte. Le 49.3, c'était aussi fait pour rappeler un fait extrêmement important sous la Ve République dans ce quinquennat-là. Pour la première fois dans notre histoire, une majorité au Parlement avait en son propre sein son opposition. Et après, on est en train de nous dire, c'est Valls qui a voulu le 49.3. D'ailleurs, au passage, si vous êtes comme moi des attentifs et assidus du fonctionnement de notre Constitution, le 49.3, il est décidé en Conseil des ministres, présidé par le Président de la République. Christiane Taubira, dans une interview, dit que la gauche bute sur ses propres renoncements. Elle reproche notamment à Manuel Valls d'avoir fermé la porte au dialogue. Le régalien ne se réduit pas à la martialité. Elle y va fort, non, Christiane Taubira, sur la gauche? Écoutez, moi je laisse à Christiane Taubira, qui je crois a une certaine amertume. Je crois qu'elle a quitté le gouvernement pour la question de la déchéance de nationalité qui n'a même pas eu lieu. Donc j'imagine qu'il y a de sa part, elle qui voulait participer jusqu'à la fin de ce quinquennat, sinon elle serait partie avec Benoît Hamon et Arnaud Montebourg en 2014. Est-ce que vous demandez aux ministres qui ne se sont pas encore prononcés, je pense à Stéphane Le Foll, Ségolène Royal et d'autres ministres importants hollandais, de se prononcer une bonne fois pour toutes et de sortir de l'ambiguïté? Pas le demander en tant que tel, m'interroger pour autant, d'ailleurs comme l'a fait mon ami Claude Barthelone hier, je l'ai fait à mon tour moi-même lundi dernier, quand on est ministre du gouvernement de Bernard Cazeneuve sous l'égide du président de la République François Hollande, qu'on dirige ce pays, j'imagine que quand on fait partie des 35-39 personnes qui dirigent la 5e puissance du monde, on est quand même en droit d'attendre d'elles qu'elles nous disent quelle est leur ligne politique. C'est Martine Aubry qui disait quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Pour une fois, on est d'accord, elle et moi. Manuel Valls, Luc Carvounas a dit qu'il avait changé. François Fillon, lui, a dit qu'il ne changerait pas.
La différence entre les deux, il y en a plus que ça. Assez des demi-mesures, proclame-t-il dans Nice Matin ce matin, et il plaide pour une immigration minimale et contrôlée. Vous avez vu ça ? Ah ben, non seulement je l'ai vu, mais je l'ai entendu. J'ai regardé avec beaucoup d'intérêt tous les programmes de chaque candidat de la droite et du centre. Maintenant est identifié le programme de François Fillon. Ceux qui pensaient dans son camp qu'il allait mettre un peu d'eau dans son vin, notamment sur l'épisode de la sécurité sociale, qui s'est juste résumé par la suppression sur son site de campagne de ce qu'il va faire, parce que c'est ça la réalité, se rendre compte qu'ils ont affaire à un candidat qui les représentera le 23 avril prochain sur la ligne de départ pour leur famille politique, qui a été désigné sur un corps électoral minoritaire dans sa famille politique. C'est la réalité d'une primaire. Mais ce sera la même chose pour Manuel Valls si elle remporte la primaire, sincèrement. Il va être coincé entre un Macron et un Mélenchon. Aujourd'hui, les questions que vous soulevez sont extrêmement importantes pour une ville comme la mienne, une ville populaire comme Alfortville. Je n'ai pas envie d'aller voir mes habitants en leur disant que désormais la société dans laquelle nous allons vivre, c'est celle des quotas d'immigration ou de l'empêchement du regroupement familial. Contrôlée, voilà, c'est cela. Contrôlée. Oui, ça commence comme cela, on sait comment cela finit. Plus des questions de société où j'ai bien vu que les amis de M. Fillon, Sens commun et la Manif pour tous, empêcheront à des concitoyens comme moi, mariés à un homme, de pouvoir demain adopter un enfant. Au nom de quoi ? De quelle vision de la société ? Jeudi, jour du premier débat à la télévision des primaires de la gauche, François de Rugy, député écologiste de Loire-Atlantique et candidat à cette même primaire, espère que ses concurrents n'escamoteront pas leur responsabilité dans le bilan de François Hollande. Je souhaite que dans cette primaire et dans ce débat que nous aurons ce soir, ce premier débat, chacune et chacun soit clair et ne cherche pas à escamoter sa responsabilité dans le bilan. Moi, j'ai été député, j'ai voté à l'Assemblée nationale. Donc comptable. J'ai voté pour certains textes, j'ai voté contre d'autres textes, y compris à des époques où certains qui se disent aujourd'hui très critiques étaient au gouvernement et étaient très solidaires du gouvernement. Je me suis abstenu sur d'autres textes. J'ai fait des propositions. Elles ont été acceptées pour certaines, rejetées pour d'autres. Quand je vois sur la fin de vie, par exemple, que plusieurs candidats font des grandes déclarations, comme ils l'avaient fait en 2011. Mais quand on a été en capacité de le mettre en œuvre, et que nous avons déposé, les écologistes, des propositions de loi avec certains socialistes, eh bien là, c'est le gouvernement qui a demandé le rejet Anne de cette Hidalgo proposition. dénonce ce matin dans une interview l'immense gâchis du quinquennat. Est-ce que vous partagez cette opinion ? J'ai toujours dit qu'il y avait eu beaucoup de rendez-vous manqués dans ce quinquennat, qu'il y a eu un sentiment, qu'il y a un sentiment de déception et d'insatisfaction pour beaucoup d'électeurs et d'électrices de gauche. Donc le débat de la primaire, il doit permettre aussi de dire, dans le bilan, non mais si on veut faire de la surenchère dans les formules de dénonciation, on n'avancera pas. Moi j'ai toujours dit sur le bilan, ni béni oui-oui, ni, quand certains disaient ça va mieux, ni béni oui-oui, ni dénigrement systématique. Vous êtes le candidat écologiste dans cette primaire, alors que hier, Yannick Jadot, le candidat des Verts, présentait son programme, et on a le sentiment qu'il n'y a pas beaucoup de différence dans le programme entre ce que vous proposez et ce qu'il propose. Donc qu'est-ce que vous dites aux Français ce matin ? Pourquoi je suis ce candidat et pourquoi j'ai ma place dans cette primaire ? C'est pas forcément évident pour tout le monde de le comprendre. Écoutez, c'est sûr que si l'élection avait lieu dimanche prochain, c'est ça les sondages, c'est si l'élection avait lieu dimanche prochain, on sait, il faut être lucide, qu'il y a peu de chances qu'aucun des 7 candidats désignés favoris par les médias ou pas ne serait au deuxième tour de l'élection présidentielle. Oui. Pas plus, sans doute, que Emmanuel Macron ou Jean-Luc Mélenchon. Je ne parle même pas de Yannick Jadot. Donc, vous auriez un deuxième tour entre Marine Le Pen et François Fillon. Si nous avons organisé cette primaire, c'est aussi parce que nous ne nous résolvons pas, nous ne voulons pas être fatalistes, résignés à cette situation. Le projet, la différence ou les connivences ou les convergences avec le programme de Yannick Jadot. Non mais, si vous voulez, la question elle est simple. Vous pouvez avoir toutes les meilleures idées du monde. Si vous n'avez pas le mode d'emploi, si vous n'avez pas la stratégie qui permet de les mettre en œuvre, ça ne sert à rien. Et même, ça affaiblit ce que vous défendez. Donc moi, j'ai fait un choix qui est de défendre l'écologie, les 66 propositions, mettre l'écologie au cœur du projet présidentiel de la gauche pour permettre à l'écologie d'avancer. Parce qu'on ne va pas le faire tout seul dans son coin. C'est pareil pour les autres. Il propose le 100% renouvelable, le 100 nucléaire. Mais est-ce qu'il donne le mode d'emploi pour y arriver ? François Fillon, immigration zéro, hier soir à Nice, aux côtés de Christian Estrosi et d'Éric Ciotti. Il a agrainé des propositions dures, frontières contrôlées, immigration réduite au minimum, dans un contexte international qui favorise les migrations. Est-ce que le rôle de la France, ce serait d'ouvrir ses portes, François de Rugy ?
Moi, je pense que la tradition de la France, mais surtout la politique assez constante d'ailleurs, c'est d'avoir une régulation de l'immigration. Personne ne propose, en tout cas moi je n'ai jamais défendu la liberté totale d'installation et de circulation, parce que ça c'est complètement irresponsable. Et puis par ailleurs, il faut aussi être concret. Sur les demandeurs d'asile, Monsieur Fillon, il défend les chrétiens d'Orient, et il a bien raison d'ailleurs. Mais est-ce que quand les chrétiens d'Orient sont persécutés dans leur pays, sont obligés de fuir la guerre, on ne les accueillerait pas? On dirait non, non, laissez-vous vous faire massacrer là où vous êtes, ou alors vous entassez dans des camps de réfugiés qui là sont immenses, en Turquie, au Liban ou en Jordanie. Vous seriez prêt, vous, à voter... C'est ça la proposition de M. Fillon. Il faut être concret et cohérent. Vous seriez M. prêt à Fillon, voter il est au sur la Parlement défensive. M. Fillon, ça fait plusieurs semaines maintenant qu'il est sur la défensive parce qu'on commence à voir ce que ça veut dire, son programme. Alors il essaye de faire de la surenchère à Nice et de courir derrière le Front National. Vendredi, Pascal Cherki, porte-parole de Benoît Hamon et député de Paris, a jugé que globalement, tous les candidats à la primaire de la gauche avaient réussi l'exercice du débat télévisé, hormis Vincent Peillon, qu'il a jugé inutilement agressif. Les trois, j'ai trouvé qui étaient dans leur cohérence, d'ailleurs, qui étaient Benoît Hamon, Manuel Valls et Arnaud Montebourg. Manuel Valls a assumé le bilan, parce que jusqu'à présent, beaucoup de gens se posaient la question, mais... était Premier ministre, t'en penses quoi quand même de ce que t'as fait? Donc hier il l'a assumé jusqu'au bout, la déchéance de nationalité, la loi travail, en revendiquant la copaternité et la philosophie de ces textes et leur efficience politique. Je ne partage pas du tout cette position, mais il y avait cette cohérence. J'ai trouvé par contre qu'il n'a pas fait deux propositions. Il était dans la défense du bilan, et je n'ai pas entendu une seule proposition de la part de Manuel Valls. Arnaud Montebourg a développé sa cohérence, moi avec des points avec lesquels je suis d'accord, et puis des points avec lesquels je ne suis pas d'accord. Bon, sinon, je ne soutiendrai pas un autre candidat. Et Benoît Hamon a développé aussi sa cohérence, dans un exercice qui est très contraint, parce que c'est très compliqué quand vous avez 1 minute 30, mais on le savait, de pouvoir rentrer dans le détail d'un certain nombre de propositions. Vous en oubliez un, Pascal Cherki? Oui. Vincent Peillon? Moi, depuis le début, je ne... Hors sujet? Oui, hors sujet. On n'est pas candidat par défaut. Voilà. Bon. Et on n'est pas candidat pour défendre la centralité du centre de l'appareil du Parti Socialiste dans une compétition électorale. D'ailleurs, moi, j'ai trouvé... qu'il était verbeux et pontifiant, et des fois je me suis vu moi dans ce que je pouvais être de pire, de plus caricatural, quand je me comportais comme un apparatchik socialiste. Voilà. C'était le discours d'un apparatchik socialiste. C'est le discours d'un apparatchik socialiste préparant un congrès du Parti Socialiste. Je l'ai vécu comme ça. Pour celles et ceux qui attendaient un combat de coq, ou une bagarre, ou un combat de... Ah bon, on l'a pas eu, c'est gentil. Vous l'avez pas eu, oui. Mais c'est pas parce que, vous savez, Madame de Stel disait on peut être héros sans ravager la terre. Et elle avait raison. Donc on peut exprimer des convictions avec beaucoup de force quand on les écoute, sans forcément être dans l'agression ou l'agressivité. C'est pour ça que j'ai trouvé l'appréciation de Vincent Peillon complètement déplacée, inutilement agressive. Bon. Après, et y compris parce que les hommes et les femmes de gauche, ils attendent des débats. Et il y a eu des vraies divergences hier. Mais ils attendent aussi que nous ne déchirons pas. Parce que si la gauche n'est pas capable, in fine, de se rassembler, à la fin, ce sera compliqué pour l'élection présidentielle. Donc si nous ne donnons pas l'exemple dans le fait d'assumer des différences sans être dans l'affrontement de personnes, et ça, je pense qu'hier, tous les candidats, peut-être à part Vincent Peillon, ont réussi l'exercice. Donc pour vous, Benoît Hamon a réussi son coup parce que le revenu universel était au centre du débat? Non, mais il n'y avait pas de tactique. Enfin, depuis le début, on a fait un choix qui est lié par nos convictions. Bon. D'ailleurs, que beaucoup de vos confrères ont remarqué, et que beaucoup de Françaises et Français ont remarqué, on dit Benoît Hamon, il travaille ses dossiers, il est sincère, il a des convictions que d'aucuns peuvent ne pas partager. Moi, je l'entends, je le respecte. Mais nous, c'est notre choix. Voilà. Si il est candidat et si nous le soutenons, c'est parce que nous considérons qu'il apporte quelque chose et qu'il dit des choses que d'autres ne disent pas. Alors, justement, sur ce revenu universel, Manuel Valls, François Peillon rejettent cette idée, continue de dénoncer... Vincent Peillon, pardon. Continue de dénoncer que ça coûte quand même 400 milliards. On n'a toujours pas compris comment vous financez ce plan. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer une fois pour toutes ce matin? Je pense que vous l'avez compris, mais comme vous êtes gentil, vous me demandez... Non, mais on n'a pas compris. À part nous faire les poches et augmenter les impôts, on voit pas comment on peut le financer. C'est un processus, le revenu universel. Il ne se fera pas dans un quinquennat. D'ailleurs, on n'a pas cessé de le dire. Donc, vous avez raison de me reposer la question, je vais le préciser. Nos contradicteurs politiques sont soit sourds, soit malhonnêtes. Bon. Ce que nous allons faire dans le quinquennat... Moi, je suis journaliste. Non, mais je ne parle pas de vous, je parle de nos contradicteurs politiques. Ce que nous allons faire dans le quinquennat, c'est augmenter les minima sociaux, le RSA de 10%, le généraliser à tous les ayants droit, je dis bien à tous les ayants droit, qui aujourd'hui, il y a plus d'un tiers des personnes qui pourraient le toucher, qui ne le touchent pas, et le donner aux jeunes entre 18 et 25 ans. Ça coûte entre 45 et 48 milliards d'euros que nous finançons par la création
d'un impôt, ça on l'assume, sur le patrimoine, sur les actifs nets. Un nouvel impôt oui, sur les plus riches, quoi. Non, un nouvel impôt qui vient de la fusion, attendez, je m'explique, de la taxe foncière et de l'impôt de solidarité sur la fortune qui sera revalorisé, voilà, on l'a dit hier, et qui représentera 0,65% des actifs nets et qui financera cette première partie du revenu universel. Je vais prendre un exemple. Mon père, par exemple, je vais vous parler de son cas. Il a acheté un appartement à Paris il y a quelques années. Je veux dire, en 20 ans, cet appartement, la valeur a été multipliée par 7. Voilà. Je veux dire, c'est une rente sans activité. Ça ne me pose pas de problème. Pourtant, je vais peut-être un jour hériter. Qu'il y ait un impôt sur le patrimoine qui taxe de manière plus importante ce genre d'actifs. Voilà, c'était Territoire d'Info, une émission de Public Sénat de Sud Radio et de TV5 Monde. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition.